Aujourd'hui, le mot « vandale » a des connotations entièrement négatives. Selon le dictionnaire Oxford, il s'agit d'une personne qui détruit ou endommage délibérément des biens appartenant à autrui. En ce qui concerne les Vandales germaniques, dont les migrations à la fin de l'Antiquité les ont menés du sud de la Pologne à travers l'Empire romain d'Occident jusqu'en Afrique du Nord en passant par l'Espagne, cette description n'est pas tout à fait fausse, d'autant plus qu'ils ont effectivement mis à sac la ville de Rome en 455 après Jésus-Christ. Cependant, les Vandales n'étaient qu'une des nombreuses tribus germaniques qui ont pénétré dans l'Empire romain d'Occident au VIe siècle, poussés à une migration massive vers l'ouest par les Huns. Ils n'étaient même pas les premiers, ni le seul groupe à avoir mis à sac la ville éternelle. Leurs origines sont obscures, leur langue pratiquement inconnue, leur foi reste en partie un mystère et leur mode de vie est difficile à cerner. Cependant, ce groupe, ces Vandales qui nous sont si peu connus, ont eu un impact colossal sur l'Europe de l'Antiquité tardive et en particulier sur le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident, par l'établissement d'un royaume indépendant en Afrique du Nord, un royaume qui a duré près d'un siècle. Ainsi, aujourd'hui, nous allons tenter d'en apprendre davantage sur ce peuple germanique puissant et tant redouté et répondre à la question « Qui étaient les Vandales ?» Les origines des Vandales sont assez obscures, mais on pense qu'ils auraient d'abord vécu en Scandinavie. Plus précisément, cette origine scandinave est liée au nom de deux des tribus identifiées comme Vandales, les Asding et les Siing. Des similitudes ont été relevées entre des noms topographiques à travers le sud de la Scandinavie, notamment la paroisse de Vandel en Suède centrale, connue sous le nom de Vandil en vieux suédois, et une région du nord du Danemark appelée Vandsyssel. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrit également les Vandales comme ayant leurs racines sur les rives de la mer Baltique. Les Vandili, un peuple gothique, vivaient à l'origine sur la côte nord de l'Allemagne, mais se sont ensuite installés au nord des Marcomanns. Les preuves archéologiques attestent d'une importante occupation dans le nord du Jutland, avec un grand nombre de villages et de nécropoles. Cependant, de façon curieuse, ces établissements semblent avoir été abandonnés au IIe siècle avant Jésus-Christ. De plus, à peu près à la même époque, la culture matérielle de Przeworsk, étroitement liée aux Vandales, commence à apparaître dans la région entourant l'Elbe, l'Oder et la Vistule. La culture de Przeworsk est le nom donné à une culture archéologique de l'âge du fer, ainsi nommée d'après les premiers artefacts découverts lors de fouilles près de la ville polonaise de Przeworsk. Cette culture se distingue principalement par ses pratiques funéraires, qui consistaient surtout en la crémation, mais comportaient également quelques exemples d'inhumation. Ces sépultures, dont un certain nombre sont des tombes de guerriers, contiennent souvent des offrandes funéraires élaborées telles que des harnais d'équitation et des éperons, une découverte intéressante puisque les groupes de guerre vandales sont connus pour leur usage intensif de la cavalerie. Bien qu'elle ait couvert une très vaste région et ait sans doute inclus des peuples germaniques, celtiques et proto-slaves, la culture de Przeworsk est fortement associée aux tribus germaniques en particulier et surtout aux Vandales. Bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, il est tout à fait possible que les Vandales aient migré en masse depuis leur terre d'origine en Scandinavie, le long de la côte baltique, jusqu'aux régions historiques de Galicie et de Silésie, dans l'actuelle Pologne et l'ouest de l'Ukraine, qui devint le cœur du territoire vandale. Lors de l'établissement de leur territoire, les Vandales entrèrent en conflit avec les Goths et les Lombards, qui étaient eux aussi en pleine période de migration. Il semble également qu'il y ait eu des escarmouches avec des tribus celtes de la région, notamment les Boïens, dont un vestige demeurait sur place. En vainquant ces Celtes, les Vandales établirent leur territoire. Je voudrais prendre un instant pour remercier le sponsor de cette vidéo, Incogni. Aujourd'hui, en cette année 2024 après Jésus-Christ, je pense que nous sommes tous au moins un peu conscients de la façon dont nos données sont collectées et revendues en ligne. Les soi-disant courtiers en données collectent nos informations personnelles, nos noms, adresses, antécédents professionnels, activités en ligne et même nos numéros de sécurité sociale et autres identifiants financiers, puis les vendent à des entreprises. Vous vous êtes déjà demandé comment ces appelants automatiques de spam, particulièrement agaçants, arrivent sans cesse à obtenir votre numéro? La réponse, ce sont les courtiers en données. Cependant, au-delà des appels agaçants et d'autres pratiques publicitaires intrusives, il existe toujours un risque que ces informations personnelles tombent entre les mains de vandales des temps modernes, des cybercriminels qui pourraient utiliser ces données pour demander de faux prêts, par exemple. C'est là qu'Incogni entre en jeu. Incogni contacte directement les courtiers en données et leur demande de supprimer vos informations personnelles de leurs fichiers. Mais il ne s'arrête pas là. Incogni envoie des demandes répétées aux courtiers pour s'assurer que vos données restent absentes de leurs fichiers. Le processus est simple. Créez un compte, autorisez Incogni à contacter les courtiers en données en votre nom et laissez-les s'occuper de la protection de vos données personnelles. Si vous êtes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou dans l'UE, vous pouvez utiliser le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous ou dans la description. Revenons maintenant environ 2000 ans en arrière, dans l'Europe de l'Antiquité.
Définir qui étaient les Vandales est une question plutôt complexe, principalement en raison du manque de sources. Cependant, la situation est encore compliquée par le fait que les identités tribales n'étaient pas des délimitations strictes, mais plutôt des constructions assez fluides. Bien qu'elles soient souvent fondées sur une appartenance ethnique, l'identité tribale était, selon les mots de Jacobson, plus une question d'attitude qu'une question de race et d'ethnie. Un certain nombre de tribus ont été identifiées comme vandales ou comme faisant partie de la confédération vandale que nous allons maintenant aborder. Les Silings, mentionnés précédemment, faisaient partie d'un groupe vandal plus large qui a traversé le Rhin en 406 et que le géographe Claude Ptolémée situe au sud des Semnons. Cela les placerait juste au nord des Carpates, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Silésie. L'autre groupe vandal le plus important était celui des Hasding, qui ont participé aux guerres marcomanes du côté romain, une série de conflits au cours desquels les peuples germaniques des Marcomans et des Cadis ont envahi le territoire romain en franchissant la frontière du Danube. Un autre groupe probablement vandal est celui des Lugis. Étrangement, certaines sources romaines mentionnent les Vandales mais omettent les Lugis, comme Pline l'Ancien, tandis que d'autres mentionnent les Lugis mais pas les Vandales, comme Strabon et Cassius Dio. En effet, Tacite mentionne les Lugis comme le principal groupe ethnique de la région et précise que leurs sous-tribus comprenaient les Arii et les Narnarvali. Cependant, ces peuples partageaient une culture matérielle commune et sont décrits comme vivant dans les mêmes régions, c'est-à-dire la zone située entre la Vistule et l'Oder, dans les parties supérieures de ces deux cours d'eau. Cela conduit les chercheurs à conclure que ces groupes étaient en réalité synonymes. Il est certain qu'il est facile de comprendre comment les auteurs romains de l'Antiquité, manquant d'informations détaillées sur les délimitations tribales complexes au cœur de la Germanie, ont pu confondre ces groupes. Il se peut que les Lugis n'aient été qu'un autre nom pour désigner les Vandales, ou bien que les Vandales aient été la tribu dominante au sein d'une confédération tribale des Lugis. Parmi les premières mentions des Vandales figure une référence aux Lugis qui se joignent aux guerres de la confédération des Marcomans contre le roi des Cadis, Vanius, en 50 après Jésus-Christ. Le territoire de Vanius, situé dans l'actuelle Slovaquie et Moravie, se trouvait sur la route de l'Ambre, et il est probable que ce soit pour le contrôle de cette route commerciale lucrative que les Lugis combattaient. Plus tard, vers l'an 92 après Jésus-Christ, l'historien romain Cassius Dio nota que les Lugis formèrent une alliance temporaire avec les Romains contre les Suèves. L'empereur Domitien aurait même envoyé des cavaliers pour aider les Lugis au combat. Les guerres marcomanes, une série de conflits qui durèrent de 166 à 180 après Jésus-Christ, au cours desquels les tribus germaniques des Cadis et des Marcomans franchirent le Danube et envahirent l'Empire. Elles ont peut-être été en partie précipitées par les migrations d'autres tribus germaniques, notamment les Goths et les Vandales. Les mouvements vers le sud des Vandales en Bohême et en Moravie ont provoqué des bouleversements politiques, forçant des tribus comme les Marcomans à franchir la frontière du Danube à la recherche de nouvelles terres. Au cours de ces conflits, il semble que les Vandales Hasding aient conclu une alliance avec l'empereur romain Marc Aurèle. Cassius Dio a décrit comment le gouverneur romain, Sextus Cornelius Clemens, a utilisé une version du vieux principe diviser pour mieux régner afin de soumettre les tribus germaniques en Dacie, encourageant d'abord les Vandales Hasding, ici appelés les Hastinges, à vaincre la tribu locale des Costoboges avant de permettre aux Lacringes alliés de se retourner contre les Hasding. Les Lacringes, craignant que Clemens, par crainte, ne conduise ces nouveaux venus sur le territoire qu'ils occupaient, les attaquèrent par surprise et remportèrent une victoire décisive. En conséquence, les Hastinges ne commirent plus aucun acte d'hostilité envers les Romains. Les guerres marcomanes rapprochèrent les Vandales de la sphère d'influence romaine et furent suivies d'une période de paix relative, une paix qui fut brisée par l'invasion conjointe des Vandales et des Sarmates en Pannonie romaine entre 270 et 271 après Jésus-Christ. Bien que nous ne sachions rien des raisons de cette invasion, l'écrivain grec décrit détail comment les guerriers germaniques furent vaincus par l'empereur Aurélien et renvoyés en Dacie. D'autres incursions des Vandales Silings, alliés aux Burgondes, furent repoussées par l'empereur Probus à la fin des années 270. Fait intrigant, une partie de l'accord de paix d'Aurélien imposait aux Vandales de fournir des troupes aux Romains, connus sous le nom de Foederati. Dans ce cas précis, il s'agissait de 2000 cavaliers vandales, ce qui suggère qu'à cette époque, les Vandales étaient déjà réputés pour leur habileté en cavalerie. Les guerres des Vandales contre les Romains furent assez sporadiques, mais relativement bien documentées par les sources romaines. Cependant, il est probable que la grande majorité des conflits auxquels les Vandales prirent part durant cette première période les opposait à leurs voisins germaniques. Les Sarmatiasiges au sud, les Suèves et les Cadis au sud et à l'ouest, les Lacringes au sud, et au-delà d'eux, les Sarmates-Roxolans. Les Gépides vivaient au-delà des Carpates, au nord, et les Goths tervinges à l'est. Parmi ces guerres, celles contre les Goths furent sans doute les plus féroces et les plus longues. Vers la fin du IVe siècle, les Vandales semblaient relativement bien établis sur leurs terres dans l'actuelle Pologne et en Ukraine. Cependant,
Tout cela allait changer avec l'arrivée en Europe d'un groupe qui allait pousser les tribus germaniques à migrer vers l'ouest, de grands mouvements qui conduiraient à la déstabilisation puis à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, les Huns. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, intéressons-nous à la culture des Vandales. Il ne sera sans doute pas surprenant d'apprendre que les Vandales, comme beaucoup d'autres tribus germaniques, organisaient leur société autour de l'institution monarchique. Cependant, comme pour beaucoup de tribus germaniques, la royauté n'était pas l'autocratie absolue à laquelle on pourrait plus facilement l'associer dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. Au contraire, les rois germaniques, et donc Vandales, gouvernaient de manière bien plus consensuelle. Par là, j'entends qu'ils étaient en grande partie soumis à la volonté de leurs nobles, sur lesquels ils exerçaient en théorie leur autorité. L'historien grec du IIIe siècle d'Exype, dans son récit sur la guerre scythe de 270, a décrit comment les rois vandales ne pouvaient pas parvenir à un accord avec l'empereur Aurélien sans avoir d'abord obtenu l'assentiment de leurs nobles. La royauté était donc une institution bien plus souple qu'elle ne le sera à l'époque médiévale. Les rois vandales pouvaient être choisis ou élus pour de courtes périodes afin de créer l'unité et d'assurer le commandement en temps de crise. La guerre était la principale de ces situations. Les chefs vandales nommaient souvent des rois parmi eux pour diriger les campagnes militaires pendant une saison. De même, des confédérations de tribus pouvaient désigner des rois suprêmes pour coordonner les forces disparates. Il est tout à fait possible que le roi vandale Gogizel, qui dirigea la confédération vandale lors de leur mouvement migratoire vers la Gaule, ait été une sorte de roi suprême nommé temporairement. Cela dit, si leur pouvoir surpassait suffisamment celui des nobles, les rois vandales exerçaient sans aucun doute un pouvoir suprême. Les rois vandales, comme les autres rois germaniques, avaient probablement aussi une fonction et une importance religieuse, agissant en quelque sorte comme des chefs spirituels. L'existence apparente de rois doubles ou de rois jumeaux, chez les Vandales pourrait être un aspect de cette fonction. L'historien langobard Paul Diacre mentionne les rois jumeaux des Vandales, nommés Ambry et Assi, qui dirigeaient les armées vandales lors de leur conflit avec les Langobards. Il a été suggéré que cette double royauté reflète le culte vandale des Alci, une paire de frères divins associés à l'élan, sujet sur lequel nous reviendrons plus tard. Au cours de leur période de royauté en Afrique, les rois vandales semblent avoir adopté les attributs de l'impérialisme romain, portant des manteaux pourpres, une cuirasse et un diadème, tout en conservant des éléments d'apparence germanique, comme les cheveux longs. L'unité administrative principale des Vandales était la Mille, un groupe de 1000 hommes encadrés par un officier appelé chiliarque, qui gérait ces hommes et leurs familles sur les plans juridiques, financiers et militaires. Il est tout à fait possible que ces 1000 représentaient les subdivisions au sein des tribus vandales. Plus tard, une fois que les Vandales eurent établi leur royaume en Afrique du Nord, leurs souverains devinrent des rois clients des empereurs romains, et les fonctionnaires romains continuèrent d'exercer en Afrique du Nord, bien que dotés de beaucoup moins de pouvoir et de prestige qu'auparavant. L'installation des Vandales en Europe a probablement suivi un schéma similaire à celui des autres tribus germaniques contemporaines, avec une activité économique principalement fondée sur l'agriculture de subsistance. L'établissement se concentrait donc principalement autour de petits villages ruraux, le plus souvent situés dans des vallées fluviales fertiles. Les fouilles menées à Tarnowek, en Pologne, ont révélé un village vandale composé de dizaines de maisons construites en bois ou en torchis. Le torchis est une technique de construction simple mais efficace qui utilise des murs en osier vertical renforcés par des couches d'argile afin d'apporter rigidité et protection contre les intempéries. La plupart du temps, ces maisons comportaient une ou deux grandes pièces que les familles occupaient ensemble. Les sites vandales ont également livré de nombreux outils agricoles, comme des faucilles et des socs de charrues, avec lesquels les agriculteurs vandales cultivaient des céréales, des légumineuses et des légumes. L'élevage jouait également un rôle majeur dans l'agriculture vandale. Les moutons étaient élevés pour leur laine, tandis que les bovins et les porcs fournissaient de la viande. Il est à noter que les bovins et les porcs pouvaient également paître sans problème dans les forêts, qui couvraient une grande partie du sud de la Pologne et de l'Allemagne dans l'Antiquité. Bien que leur économie ait été principalement axée sur l'agriculture, les Vandales étaient aussi réputés pour la production d'objets métalliques de qualité. La découverte d'ateliers de réparation et de forges à Tarnowek en témoigne. Bien que des objets tels que des broches décoratives en bronze, appelées fibules, aient été produits en grand nombre, la fabrication d'armes était sans doute la forme de travail du métal la plus importante pour les Vandales. Nous n'associons pas spontanément les tribus barbares situées le long des frontières romaines à une activité commerciale, et pourtant, le commerce semble avoir constitué une part importante de l'économie des Vandales. Cependant, cela ne signifie pas que les Vandales eux-mêmes se livraient massivement à des expéditions commerciales vers les confins de l'Empire. En réalité, le commerce était important pour l'activité économique des Vandales principalement parce que l'une des principales routes commerciales nord-sud, connue sous le nom de route de l'Ambre, traversait le cœur de leur territoire. Partant des rives de la Baltique, autour du golfe de Finlande, et atteignant l'Empire via la ville de Carnuntum sur les rives du Danube, la route de l'Ambre, comme son nom l'indique, était la principale voie d'acheminement de l'ambre, des fourrures et du miel vers l'Empire romain.
Le commerce de l'ambre baltique était très ancien et d'une grande portée. Des perles d'ambre baltique ont été retrouvées sur les ornements pectoraux du pharaon Toutankhamon au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Même s'ils ne participaient pas activement au commerce à longue distance, la présence d'une route aussi lucrative sur leur terre aurait énormément profité aux Vandales, car ils auraient pu prélever des droits de passage sur les marchands en transit. Cela signifiait également que les Vandales auraient eu un accès facile aux produits transitant vers le sud le long de cette route, ainsi qu'aux produits romains circulant vers le nord. On pense que le glaive de style romain est parvenu aux Vandales de cette manière. Le commerce vandale en Afrique du Nord consistait principalement en huile d'olive, céréales, animaux sauvages, poteries, chevaux et marbre. Bien que ce commerce ait sans doute grandement profité aux Vandales, l'économie des provinces d'Afrique du Nord a certainement connu un déclin considérable par rapport à son apogée romaine. Le bouleversement causé par la conquête vandale aurait entraîné une nette diminution du commerce, et les raids vandales à travers la Méditerranée n'auraient fait qu'aggraver la situation. Le sac de Rome par les Vandales et le déclin progressif de l'Empire romain d'Occident ont effectivement détruit la demande pour de nombreux produits provenant d'Afrique du Nord. La guerre semblait apparemment occuper une place importante dans la société des tribus germaniques de l'Antiquité, et les Vandales ne faisaient certainement pas exception. Les sources dont nous disposons attestent du fait que les guerres menées par les Vandales étaient généralement courtes et se résolvaient par un seul affrontement. Les sociétés agricoles de ces tribus germaniques, dont la grande majorité de la population pratiquait l'agriculture de subsistance, limitaient la guerre à grande échelle à une saison de campagne relativement courte. Les groupes de guerre vandales étaient organisés autour de l'unité administrative du « Township », soit nominalement 1000 hommes. Les Vandales privilégiaient le combat à cheval, et leur armement était donc adapté à cette pratique, des lances pour transpercer les adversaires et de longues épées à double tranchant, suffisamment longues pour atteindre des cibles d'infanterie. Comme la plupart des tribus germaniques de l'Antiquité, ils évitaient presque totalement le port d'armure, bien que des boucliers vandales aient été retrouvés. Cependant, plus tard dans leur histoire, les nobles vandales commencèrent à adopter le port de cottes de mailles et d'armures lamellaires. Les arcs et les flèches n'étaient pas du tout utilisés dans la guerre, étant réservés à la chasse. Selon les mots de Procope, ils n'avaient pas non plus l'habitude de descendre de cheval pour combattre comme fantassins. Il valait donc mieux les affronter depuis une ville fortifiée ou un camp dans lequel il serait possible de se replier. Mis à part l'importance accordée à la cavalerie, nous ne savons presque rien des stratégies militaires des Vandales. Cela pourrait s'expliquer par le fait que, selon l'empereur Maurice, il ne disposait d'aucun commandement véritablement cohérent. Dans son Stratégicon, Maurice décrit les tribus germaniques ainsi, à cheval ou à pied, ils sont impétueux et indisciplinés dans la charge, comme s'ils étaient les seuls au monde à ne pas être lâches. Ils désobéissent à leur chef. Ils ne s'intéressent absolument à rien de compliqué et accordent peu d'attention à la sécurité extérieure et à leur propre avantage. Ils méprisent la bonne organisation, surtout à cheval. Ils se laissent facilement corrompre par l'argent, tant ils sont avides. Comme les autres tribus germaniques, les Vandales n'avaient pratiquement aucune capacité à mener des sièges et n'utilisaient pas de réserve lors du déploiement sur le champ de bataille. Au lieu de cela, les Vandales s'appuyaient probablement beaucoup sur leur cavalerie, attaquant rapidement et en masse, dans l'espoir de submerger l'ennemi et effectuant des manœuvres de contournement avec leurs troupes rapides. La religion des Vandales dans l'Antiquité semble avoir été similaire à celle pratiquée par les autres tribus germaniques. Le culte d'un panthéon de dieux était au cœur de leur foi, et l'on croyait que ces dieux résidaient partout dans le monde naturel, dans les rivières, les montagnes et les bosquets sacrés. Les divinités vénérées par les Vandales étaient généralement les divinités germaniques traditionnelles. Nertu, une déesse de la terre dont le culte impliquait la procession d'un char sacré à travers le pays, sous les acclamations du peuple. Freyja, la déesse de la fertilité. Tyr, le dieu des assemblées et de la loi. Donar, le seigneur du tonnerre, mieux connu sous le nom du puissant Thor. Wodan ou Wotan, également connu sous le nom d'Odin, dieu de la guerre et de la magie, souvent représenté comme le souverain des dieux et considéré par de nombreux peuples comme leur père fondateur. Comme mentionné précédemment, certaines tribus parmi les Vandales vénéraient des dieux appelés les Assi, une paire de frères divins dont le nom pourrait dériver du mot proto-germanique désignant l'élan. L'imagerie de ces jumeaux divins est très ancienne, commune à de nombreuses mythologies proto-indo-européennes. De plus, ces jumeaux divins étaient très souvent représentés comme des cavaliers. Les Alci sont comparés par l'historien romain Tacite aux dieux romains Castor et Pollux, des divinités également fortement associées à l'art équestre. Chez les Narvaliens, on montre un bois sacré, d'une dévotion extrêmement ancienne. Un prêtre y préside, vêtu comme une femme. Mais selon l'explication des Romains, il s'agit de Castor et Pollux, qui sont ici vénérés. Cette divinité est appelée Alci. Il n'y a en effet aucune image ici, aucune trace de superstition étrangère, pourtant leur dévotion s'adresse à de jeunes hommes et à des frères. Il semblerait donc,
d'après ce passage de Tacite, qu'il existait des prêtres parmi les Vandales qui répondaient aux besoins religieux de la population, bien que cela ne puisse être affirmé avec une réelle certitude. Le IVe siècle a apporté un changement énorme pour les tribus du sud de la Germanie sous la forme de la propagation du C. La religion chrétienne. On ne sait pas exactement comment le christianisme est arrivé chez les Vandales, mais on pense que le missionnaire Guulfila, fils de chrétiens captifs emmenés au nord du Danube par des pillards goths, en fut finalement le principal responsable. Ulfila, qui traduisit la Bible en langue gothique et fut nommé évêque par les Romains en 431 après Jésus-Christ, mena des décennies de travail missionnaire au nord du Danube. La lente diffusion du christianisme à travers les territoires goths, puis vandales, s'est probablement produite durant la seconde moitié du IVe siècle. Au départ, les efforts de conversion étaient, selon toute vraisemblance, concentrés sur l'aristocratie et les rois tribaux, non seulement parce que ces élites étaient les chefs spirituels de leur peuple, mais aussi parce que leur soutien pouvait offrir aux missionnaires chrétiens la protection politique et les ressources matérielles nécessaires pour mener à bien leur mission de conversion. La conversion de l'ensemble du peuple vandale au christianisme fut sans doute un processus beaucoup plus progressif, réalisé grâce à une combinaison d'efforts missionnaires et à la lente christianisation de la société tribale vandale. Quoi qu'il en soit, il semble que la conversion ait été en grande partie accomplie à la fin du IVe siècle. Le prêtre Salvien rapporte que les Vandales étaient des chrétiens ariens lorsqu'ils arrivèrent en Espagne à la fin de l'an 409 après Jésus-Christ. Le christianisme entraîna un changement dans les pratiques funéraires, passant de la crémation à l'inhumation des morts, souvent accompagnés d'objets funéraires. Les hommes étaient habituellement enterrés avec des armes et des outils. Les femmes avec des aiguilles, des bijoux et d'autres objets. Les individus les plus riches de la société vandale étaient enterrés avec des objets prestigieux, tels que des marchandises romaines importées, des coupes à boire, des objets en bronze et de la poterie. Lorsque nous parlons de la conversion des Vandales au christianisme, il faut reconnaître la nature disparate et mouvante de la foi chrétienne au IVe siècle après Jésus-Christ. L'orthodoxie chrétienne était alors encore largement débattue, et il existait de nombreuses variations théologiques qui provoquaient de vives controverses. Certaines de ces croyances, qui furent à un moment ou à un autre définies comme des hérésies et déclarées anathèmes, étaient extrêmement populaires et rivalisaient avec la foi catholique pour la suprématie au sein de l'Église. Parmi celles-ci, l'arianisme occupait une place prépondérante. Initialement prôné par le prêtre Arius, un Égyptien d'Alexandrie ayant vécu de 250 à 336 après Jésus-Christ, l'arianisme se distinguait principalement de l'orthodoxie catholique par l'idée que Jésus avait été créé par Dieu. Dieu lui-même était éternel et incréé, et était donc spirituellement supérieur au Christ, puisqu'il avait engendré le Christ. L'Esprit Saint, à son tour, avait été créé par Jésus, et était donc spirituellement inférieur à la fois au Christ et à Dieu. Bien que cette différence puisse sembler négligeable à première vue, elle eut d'énormes répercussions théologiques et se distinguait nettement de la croyance orthodoxe codifiée lors du premier concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Ce christianisme nicéen, comme on l'appelait, affirmait au contraire que Dieu existait dans la Trinité en trois personnes, coéternel et consubstantiel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon l'orthodoxie adoptée à Nicée, ni le Christ ni l'Esprit n'avaient été créés par Dieu, mais avaient toujours existé. En conséquence, les enseignements d'Arius furent rejetés comme hérétiques, bien qu'il ait fallu attendre le deuxième concile œcuménique de 381 après Jésus-Christ pour que l'arianisme soit officiellement déclaré hérésie. L'arianisme est important pour nous car le missionnaire Guulfila était arien à une époque où ce credo était encore considéré comme relativement acceptable au sein de l'Empire romain. En conséquence, c'est cette forme de christianisme, plutôt que le catholicisme, qui s'est répandue parmi les Goths, puis chez les Vandales. Ce qui est assez intriguant, c'est que les Vandales sont restés attachés à leurs croyances ariennes, même lorsque l'arianisme a été déclaré hérésie et éradiqué de l'Empire romain. Diverses raisons ont été avancées pour expliquer cela. Parmi elles, l'idée que les Vandales ne comprenaient pas vraiment les subtiles différences théologiques entre leur foi et celle des catholiques orthodoxes, et qu'ils n'avaient donc aucune raison de les modifier. Une autre théorie, un peu moins condescendante, suggère que les Vandales, tout comme les autres Germains ariens d'ailleurs, considéraient l'arianisme comme un marqueur de leur identité germanique et un élément d'auto-identification. L'arianisme n'était pas particulièrement populaire au sein de l'Empire lui-même. Ainsi, être adepte de l'arianisme revenait à être germanique. Il se peut que les deux soient devenus inextricablement liés, comme la foi l'est si souvent à un peuple ou à une nation. Après l'établissement de leur royaume en Afrique du Nord, il semble que le roi vandale Genséric ait offert les terres et les biens confisqués à l'église catholique au clergé arien parmi les Vandales. Le roi était le chef de l'église arienne vandale, avec l'évêque de Carthage agissant comme patriarche, soutenu à son tour par une administration très similaire à celle de l'église catholique. Les catholiques étaient, pour la plupart, tolérés, avec quelques périodes notables de persécution sous certains rois.
on sait très peu de choses sur la langue vandale. Le peu que nous en savons provient principalement de noms et de mots enregistrés, qui nous sont transmis par la numismatique ou par d'autres documents rédigés par des auteurs grecs ou latins. Il convient de noter que ces auteurs ont pu mal représenter les phonèmes de la langue vandale ou utiliser les sons de phonèmes les plus proches disponibles en latin ou en grec. De plus, notre reconstitution des noms vandales repose en grande partie sur les formes gothiques, ce qui rend assez difficile d'évaluer à quel point cette langue était réellement proche du gothique. Cela dit, la langue vandale semble effectivement la plus proche du gothique et est donc classée comme une langue germano-orientale. Certaines théories suggèrent même que le gothique et le vandale étaient une seule et même langue. D'autres avancent que les langues gothiques et vandales faisaient partie d'un même continuum linguistique qui s'étendait vers le sud, depuis la Baltique jusqu'au cœur de la Germanie. On ne peut guère en dire plus sur cette langue, et à part les noms de quelques rois et personnages politiques, nous connaissons très peu de mots vandales. Un texte anti-arien datant du milieu du VE siècle à Hippone Régir rapporte la version vandale de la phrase religieuse Domine misère, Seigneur, prends pitié. En vandale, cela se dit royam. Un vers de l'anthologie latine rapporte la plainte d'un poète romain à propos du son d'une langue gothique d'Afrique du Nord, que l'on pense être peut-être le vandale. Ici, le mot pour acclamer ou saluer est ls, et manger et boire se disent capia macia yadrinkan. Vers l'an 370 après Jésus-Christ, les Huns avaient atteint le fleuve Volga. L'expansion agressive vers l'ouest de ce peuple belliqueux venu de la steppe d'Asie centrale eut des conséquences désastreuses pour l'Empire romain et pour l'ensemble de l'Europe. Les tribus germaniques d'Europe de l'Est furent les premières à souffrir des Huns, en particulier les Goths et les Alains. Sous la pression de l'arrivée des Huns à l'Est, les tribus gothiques furent repoussées vers l'Ouest, empiétant de plus en plus sur le territoire romain à la recherche de terres où s'installer. La bataille d'Andrinople en 378, au cours de laquelle les Goths vainquirent l'armée impériale de campagne et tuèrent l'empereur Valent, est sans doute l'incursion la plus marquante. Les dernières décennies du IVe siècle furent marquées par de tels conflits. Confrontés à l'arrivée de tribus germaniques voisines désespérées fuyant les Huns et constatant l'affaiblissement sérieux de la frontière danubienne de l'Empire romain, les Vandales semblent avoir opté pour la fuite, s'arrachant à leurs terres et migrant vers l'ouest aux alentours de l'an 400. L'ampleur du déplacement des Vandales est évidente dans les sources historiques, puisque vers 420 après Jésus-Christ, la culture de Przeworsk semble avoir complètement disparu du sud de la Pologne. En franchissant la frontière du Danube et en se dirigeant vers l'ouest le long du grand fleuve, les Vandales semblent avoir agi de concert avec les tribus des Suèves et des Alains, formant une confédération lâche. La sécurisation des approvisionnements alimentaires et l'établissement d'un refuge à l'intérieur de l'Empire romain constituaient la priorité, même si, bien sûr, l'opportunité de piller restait toujours une tentation. Le déplacement des Vandales a accentué l'effet domino des migrations qui se produisaient à travers l'Europe. En se dirigeant vers l'ouest, dans les terres des Burgondes et des Alamans, ces peuples aussi furent déplacés et commencèrent à se diriger vers la Gaule. Il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'une confédération d'une telle ampleur ait pu être particulièrement bien organisée. Le simple nombre de personnes impliquées signifiait qu'un déplacement constant était nécessaire pour trouver de la nourriture et il ne devait pas exister de plan autre que celui de continuer vers l'ouest pour trouver un refuge sûr. Le noyau de ces tribus, accompagné de femmes et d'enfants, avançait lentement, tandis que des bandes de guerriers parcouraient l'avant-garde à la recherche de butin et pour reconnaître la route. Au début du VE siècle, l'Empire romain d'Occident était en proie à des crises, avec l'inefficace Honorius sur le trône impérial et des tribus barbares franchissant régulièrement les frontières de l'Empire. En 401, Stylicon, le commandant romain le plus en vue de l'époque, qui, soit dit en passant, était peut-être lui-même à moitié vandale, retira les troupes romaines de la frontière du Rhin afin de les utiliser contre les Visigoths, qui menaçaient d'envahir l'Italie. Cependant, il ne laissa pas la frontière totalement sans défense, formant une alliance avec les Francs locaux. L'hiver 406 fut un moment décisif pour l'Empire romain d'Occident. Peut-être en bateau, ou peut-être à pied en traversant le cours gelé du puissant Rhin, des dizaines de milliers de barbares pénétrèrent en Gaule romaine. Les Cades, les Vandales, les Sarmates, les Alains, les Gépides, les Hérules, les Saxons, les Burgondes et les Alamans, selon l'historien Jérôme. On pense que la traversée a eu lieu près de Mogontiacum, Mayence dans l'Allemagne actuelle, car c'est la première ville qui fut mise à sac par les envahisseurs. Une fois en Gaule, les tribus se seraient apparemment séparées, semant une traînée de destruction à travers l'intérieur de cette riche province impériale. Avec ce qu'il restait des armées de campagne impériales occupées à faire face aux invasions gothiques en Italie, la Gaule fut livrée à son sort. Cette carte, compilée à partir d'une liste de noms que Jérôme et d'autres sources identifient comme ayant été attaqués, donne une idée de l'ampleur de la violence.
Durant cette période, il est plutôt difficile de déterminer les déplacements exacts des Vandales pour les raisons habituelles, difficulté des auteurs à identifier les Vandales, rareté des mentions, et le fait que les Vandales semblent avoir continué à agir de concert avec les Alains. En 407, l'usurpateur romain venu de la province de Britannia, Constantin III, débarqua en Gaule, forçant les envahisseurs barbares à se diriger vers le sud et s'assurant le contrôle d'une grande partie de la province. Sous la pression de la présence de Constantin, qui est nommé co-empereur par Honorius en janvier 409, les Vandales franchirent les Pyrénées pour entrer en Espagne à l'automne de cette année-là, accompagnés d'un grand nombre d'Alains et de Suèves. S'alliant au gouverneur romain rebelle Géroncius, les tribus vainquirent une force impériale loyaliste avant de se tourner vers le pillage de la province d'Espagne. L'évêque espagnol Idas dresse un tableau saisissant de la misère infligée à la région par les Vandales, les Alains et les Suèves. La province étant ravagée par les conflits et la faim, les tribus barbares décidèrent de s'installer, sans doute avant tout parce que la nourriture se faisait rare. Ayant conclu un accord avec le gouverneur rebelle Géroncius, les tribus obtinrent le droit de s'établir en échange de la défense de l'Espagne contre les attaques. Les Vandales Asding reçurent la Galice orientale et les Vandales Siing, la Bétique. L'arrivée des Visigoths en Espagne en 414, lorsqu'ils prirent la ville de Barcino, compliqua la situation pour les Vandales. En 418 après Jésus-Christ, les attaques wisigothes avaient pratiquement anéanti les Vandales Siing et les Alains en Espagne, les survivants rejoignant les Vandales Asding en Galice. Assaillis par des conflits quasi constants depuis leur arrivée en Espagne, attaqués aussi bien par les Visigoths que par les Romains, les Vandales, sous la conduite de leur roi Genséric, décidèrent une nouvelle fois de migrer. Revenir vers le nord aurait été de la folie. Seul le sud et l'Afrique du Nord romaine leur restaient accessibles. La raison exacte pour laquelle les Vandales ont traversé en Afrique fait débat. Les facteurs de poussée étaient évidents. L'Espagne était un endroit plutôt hostile au milieu des années 430. En ce qui concerne les facteurs d'attraction, l'historien romain Procope explique que les Vandales ont en réalité été invités en Afrique du Nord par Boniface, gouverneur romain de la région et l'un des deux chefs militaires les plus puissants de l'Empire d'Occident à l'époque, aux côtés du général Aetius. Boniface aurait pu agir ainsi afin de renforcer sa position dans les troubles civils qui couvaient à Rome, ou pour contrer l'explosion des raids morts qui avaient commencé à la fin des années 420. En mai 429, les Vandales s'étaient rassemblés à Julia Traducta, sur la côte sud de l'Espagne. C'est de là qu'ils embarquèrent sur des bateaux romains, soit fournis par Boniface, soit réquisitionnés par les Vandales eux-mêmes. Comptant peut-être entre 20 000 et 25 000 hommes, les Vandales avancèrent vers l'est à travers l'Afrique du Nord romaine. Les relations avec le malheureux Boniface dégénérèrent en hostilités ouvertes, les Vandales assiégeant puis prenant finalement Hippone après avoir vaincu le général romain lors d'une bataille en 432 après Jésus-Christ aux abords de Carthage. Hippone était la ville du grand saint Augustin d'Hippone. Le vieux théologien mourut 3 mois après le début du siège, le 28 août 430, à l'âge de 75 ans. Pratiquement sans opposition, les Vandales semèrent le chaos à travers toute l'Afrique du Nord, s'emparant des principales villes sans grande difficulté. Victor de Vita rapporta que les Vandales entassaient même des cadavres le long des murs des villes assiégées afin de forcer les habitants à se rendre par le dégoût et la maladie. La victoire des Vandales fut totale. Pour reprendre les mots de Procope, ainsi, les Vandales, ayant arraché la Libye aux Romains de cette manière, s'en emparèrent, et ceux de l'ennemi qu'ils prirent vivants, ils les réduisirent en esclavage et les gardèrent sous surveillance. Constatant que la poursuite du conflit était vaine, les Romains conclurent une paix avec le roi vandale Genséric en 435 après Jésus-Christ, qui accorda aux Vandales une grande partie de la province de Numidie. Mais la paix fut de courte durée, car en 439, Genséric prit d'assaut et s'empara de la ville de Carthage, expulsa la noblesse romaine locale, distribua leurs biens aux Vandales et dépouilla les églises catholiques de leurs richesses. Genséric se proclama roi d'Afrique, les Vandales exerçant un contrôle incontesté sur l'Afrique du Nord. La perte de l'Afrique du Nord fut un coup dévastateur pour l'Empire romain d'Occident. Les provinces africaines constituaient la grande majorité de l'approvisionnement en blé de l'Italie, et la perte d'une province aussi riche fut une catastrophe pour le trésor de l'Empire d'Occident. A l'inverse, les Vandales commencèrent à s'enrichir grâce au commerce qui transitait par Carthage. Les tentatives de l'empereur d'Orient Théodose II pour reprendre l'Afrique du Nord furent infructueuses, et en 442, une nouvelle paix fut conclue, Genséric étant reconnu comme roi client de Rome, le premier royaume germanique pleinement indépendant établi sur un ancien territoire romain. Au cours des 3 décennies suivantes, les Vandales prirent la mer, pillant de vastes portions du littoral méditerranéen, aussi bien dans l'Empire romain d'Occident que dans l'Empire romain d'Orient. Cependant,
ce sont les intrigues politiques à Rome qui ont conduit au raid pour lequel les Vandales sont sans doute les plus connus et les plus décriés, le sac de Rome en 455. L'empereur Valentinien III fut assassiné le 16 mars 455 après Jésus-Christ, probablement par des partisans du général Aetius, qui avait été exécuté sur ordre de Valentinien plus tôt dans l'année. Saisissant l'occasion, le roi Genséric rassembla sa flotte et mit le cap sur Rome. Arrivés en juin 455, les Vandales trouvèrent la ville sans défense. L'usurpateur de Valentinien, Pétrone Maxime, avait été tué par sa garde du corps alors qu'il tentait de fuir. Le sac de la ville par les Vandales fut une opération lente. Pendant 14 jours, les troupes de Genséric s'emparèrent de tous les objets de valeur qu'elles purent trouver, y compris les trésors rapportés par l'empereur Titus lors du sac de Jérusalem en 71 après Jésus-Christ. Étonnamment, le sac ne semble pas avoir été particulièrement violent, et très peu, voire aucun, des bâtiments de la Rome antique n'ont été détruits. On ne peut pas dire avec certitude si cela est dû à l'intervention du pape Léon, qui aurait proposé d'offrir aux Vandales les trésors des églises de la ville en échange de l'épargne des bâtiments de Rome et de la vie de ses habitants. Les Vandales retournèrent en Afrique du Nord chargés de butin, d'esclaves et de l'impératrice Eudoxie, qui furent tenus en otage à Carthage. L'humiliation du sac de Rome, combinée aux raids incessants qui se produisaient dans tout le bassin méditerranéen, fit de la destruction du royaume vandale une priorité pour les Romains. De plus, les Vandales avaient établi leur contrôle sur la Corse et la Sardaigne à la fin des années 450. Une expédition lancée par l'empereur romain d'Occident Majorien en 460 se solda par une défaite. Et une immense campagne impériale conjointe, orientale et occidentale, qui aurait rassemblé 100 000 hommes, tourna au désastre lorsque les Vandales détruisirent la flotte romaine réunie lors de la bataille du Cap Bon en 468. L'année suivante, les Vandales s'emparèrent de l'île de Sicile, étendant ainsi leur contrôle territorial à son apogée. Dans les années 470, les Romains mirent fin à leur tentative de reconquête de l'Afrique du Nord vandale, Géseric concluant des traités avec le général occidental Ricimée et l'empereur romain d'Orient Zénon. Avec la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, un enfant de 11 ans, l'Empire romain d'Occident, ruiné et miné par les guerres civiles, s'effondra définitivement. Incapables de conserver la Sicile face aux nouveaux souverains barbares d'Italie, les Vandales abandonnèrent l'île, ne gardant que le port occidental de Lilybée. À la suite de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, les Vandales semblaient être à l'apogée de leur puissance. Maîtres de leur propre royaume dans l'une des régions les plus riches de la Méditerranée, frappant leur propre monnaie et contrôlant le commerce sur l'ensemble de leurs terres, ils avaient également conclu des accords de paix avec ce qu'il restait des Romains d'Orient. Cependant, en janvier 477, le roi Genséric, qui avait dirigé les Vandales pendant près de 50 ans, les menant des profondeurs de l'obscurité migratoire jusqu'au sommet du pouvoir politique en Méditerranée, mourut. Bien que les décennies suivant la mort de Genséric n'aient pas vu un déclin soudain de la fortune des Vandales, ses successeurs semblaient manifestement manquer de sa capacité politique et de sa détermination militaire. Les raids persistants des tribus morts au-delà de la frontière sud, combinés aux luttes intestines, réduisirent lentement le royaume vandale en Afrique du Nord. Et en 491, Lilybée en Sicile fut perdue. Cependant, c'est l'ascension du hardi et dynamique empereur romain d'Orient, Justinien le Grand, qui allait sonner le glas des Vandales. La chute de l'Empire d'Occident était perçue comme une humiliation par les empereurs d'Orient. Pour eux, les provinces occidentales étaient des territoires perdus, des terres qui appartenaient de plein droit à la couronne impériale. Chaque année où les barbares contrôlaient ces terres constituait une tâche intolérable sur le prestige romain. Avec la signature d'un traité de paix avec les Perses en 532 après Jésus-Christ et le renversement du roi vandale Hildéric en 430, Justinien se retrouva soudainement doté à la fois des moyens militaires et d'un juste motif pour déclarer la guerre aux Vandales. En 533 après Jésus-Christ, les forces de Justinien débarquèrent près de Carthage. Elles trouvèrent leur débarquement pratiquement sans opposition, car l'usurpateur vandale, Gélimée, avait envoyé la majorité de ses troupes en Sardaigne pour réprimer une révolte là-bas. Rassemblant une armée, Gélimée affronta les Byzantins, menés par le célèbre général Bélisaire, lors de la bataille d'Ad Decimum le 13 septembre. Malgré un succès initial, la mort du frère et du neveu de Gélimée brisa la détermination des Vandales, et leurs troupes prirent la fuite. Une seconde défaite à la bataille de Tricamarum, le 15 septembre, sonna le glas des Vandales, Gélimée finissant par se rendre à Bélisaire. Ainsi, 95 ans après la prise de Carthage par Genséric, le royaume vandale prit fin. L'Afrique du Nord vandale fut de nouveau intégrée à l'Empire romain et le trésor des Vandales fut transféré à Constantinople. Une mosaïque représentant Gélimée vaincu rendant hommage à Justinien fut ajoutée à la grande porte impériale de Constantinople et Bélisaire fut récompensé par un triomphe.
les Vandales vaincus furent dispersés. Certains s'enfuirent en Espagne et furent assimilés au royaume goth qui s'y trouvait. D'autres prirent la fuite vers l'ouest et furent assimilés aux tribus berbères. Des milliers de guerriers vandales furent enrôlés de force dans l'armée impériale, formant 5 régiments qui furent envoyés sur la frontière perse. Sans doute, certains restèrent en Afrique du Nord, s'assimilant lentement à la province romaine, qui, après avoir été affaiblie par les raids morts à la mort de Justinien en 565, finit par tomber lors des conquêtes musulmanes dans les années 690 après Jésus-Christ. Pour reprendre les mots de Jacobson, ainsi, les Vandales ont suivi le destin de nombreuses autres tribus des grandes migrations, sombrant dans l'obscurité, lorsque les quelques survivants furent absorbés par l'Empire romain et d'autres tribus. Merci d'avoir regardé. Si vous appréciez ces vidéos, vous pouvez trouver du contenu supplémentaire sur mon Patreon. Vous pouvez également obtenir un accès anticipé aux prochaines vidéos, ainsi qu'à des scènes coupées, c'est-à-dire des parties que j'ai retirées de la vidéo principale.